Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Fabien Amias. Bonsoir David. Merci de nous accueillir, Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire chez vous, moi, oui. ici à Marseille, où vous passez la moitié du temps, c'est votre nouvelle implantation politique, et vous cherchez un pied-à-terre avec vue sur mer, parce que ça vous apaise. Merci, là vous me rendez service, voilà. c'est bien. Oui, oui. On en parlera de Marseille dans un instant. La vitamine D, Marseille, sa magie, bienvenue ici. Voilà. Enfin, vous voyez, même le soir, vous regardez votre montre, regardez comme il fait beau le soir. Voilà. Ça, c'est Ça brille. le petit clin d'œil. Ça brille. On en parlera tout à l'heure de Marseille, mais l'actualité d'abord. On ne vous a pas entendu vous-même sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que le gouvernement a pris la bonne décision en renonçant à construire cet aéroport? Oui, je me suis exprimé sur le sujet, mais disons que j'ai le triomphe modeste. Pour nous, c'est une très grande victoire. Je dis nous au sens large, pas simplement nous, la France insoumise ou moi-même. C'est 50 ans de résistance, sous des formes multiples, parce qu'on parle beaucoup des zadistes, c'est important. C'est parce qu'ils ont tenu le terrain et qu'ils étaient indélogeables qu'on ne pouvait pas commencer les travaux. Et on peut leur rendre hommage, parce que sinon la bonne décision n'aurait pas pu être prise. Mais surtout, il faut voir l'implication des élus, des associations, de beaucoup de gens, les plus divers, qui se sont impliqués. Mais pour vous, c'était un non-sens, cet aéroport. Écoutez, il n'y a pas besoin d'être un aigle de la compréhension de l'économie et de tout ça pour comprendre qu'un aéroport décidé il y a 50 ans, sur la base d'une analyse des transports aériens et de l'aménagement du territoire, qui n'a plus rien à voir aujourd'hui. Il s'agissait de poser le Concorde. Je ne sais plus, Jada, on allait poser le Concorde là, et puis comme ça, on passait plus vite. Donc vous dites bravo le gouvernement. Bravo, vous savez bien que si je dis bravo, demain c'est un titre de presse, Mélenchon félicite, bon, tout ça. Non, c'est bien que la décision a été prise dans ce sens. Parce qu'on a dit qu'il y avait hésitation. Ah non, il n'y avait pas hésitation. La décision avait été prise de mener les travaux. Donc le gouvernement a changé la décision. Et bien ça, j'en suis content. Et je vous le redis, pour nous, c'est une très grande victoire. Je dis nous en pensant à tous ceux qui ont l'écologie au cœur et qui sont contre ces grands travaux inutiles. Vous savez, à la fin, c'était devenu de l'obstination sans objet. On ne comprenait même plus pourquoi ils voulaient faire ça. Alors là, la décision elle est prise, mais il reste quand même un sujet à traiter. Et vous l'avez dit d'ailleurs, ce sont les zadistes, la ZAD, ce qui reste encore aujourd'hui. Est-ce que vous appelez ceux qui s'y trouvent tout simplement à la quitter et donc à obtempérer à la demande du gouvernement avant éventuellement que la force j'ai soit bien employée? vu qu'il y avait une espèce de match qui était organisé. On l'a vu dans la séance des questions d'actualité au Parlement. Dès que Mathilde Panot, députée LFI France Insoumise, a pris la parole pour dire c'est bien, on est content et tout. Le Premier ministre a dit que ça n'allait pas durer. Oui, il était décomposé, il n'avait pas l'air content. Il dit on n'a pas fait ça pour vous rendre heureux. Bon. Alors la ZAD. Et alors à ce moment-là, il a parlé de la ZAD qui signifie zone à défendre. L'ordre républicain. Oui, c'est ça. Alors, l'ordre républicain est violé tous les jours par les tricheurs du fisc et ça n'a pas l'air de déranger les mêmes qui aujourd'hui veulent envoyer des troupes et du matériel. On lutte contre les fraudeurs. Est-ce qu'il faut lutter contre les zadistes? Oui, non. Alors ma réponse est catégorique, non. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'on a une dette à leur égard. Si la décision est bonne, plus de 80% des Français disent qu'elle est bonne. Donc, grâce à qui peut-on prendre une bonne décision? À ceux qui ont empêché la mauvaise décision. Donc déjà, on a un devoir de reconnaissance à leur égard, mais aussi, je le répète, les élus et les associations qui se sont impliqués. Deuxièmement, expliquez-moi voir quel est le sens d'expulser des gens d'un terrain dont personne ne veut, puisque c'est une propriété collective, alors que l'aéroport va avoir lieu ailleurs. Parce qu'il ne leur appartient pas, tout simplement. C'est le respect de l'ordre républicain. Voilà, oui. Arrêtez de mettre la République chaque fois qu'il y a question de maintien de l'ordre. Mais vous y êtes sensible. Oui, bien sûr. Et je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prononcer des paroles qui ont pour but de faire baisser la tension. Voilà ce que j'essaye de faire. Ça n'a pas de sens d'annoncer à son de trompette qu'on va envoyer des militaires, des CRS, c'est pas les mêmes métiers en plus, c'est pas la même chose, là-bas sur le terrain, comme si la bataille essentielle était de déloger les gens qui s'y trouvent. Mais ça risque pas au contraire d'attiser l'attention, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est comme un encouragement à ceux qui sont sur place à y rester et donc un risque potentiel d'affrontement avec les forces de l'ordre. Il faut pas de langue de bois. Je pourrais dire ce que je veux, les gens qui sont là-bas n'en feront qu'à leur tête. Alors, je peux me donner le beau rôle par rapport à vous, de faire comme tous les monsieur, madame scrognonieux. On a entendu sur les plateaux de télé des choses inouïes. On croirait que c'est une armée d'occupation qui est là, qu'ils ont des armes à feu, qu'ils ont je sais pas quoi. Mais tout ça, ça vient de gens qui n'y ont jamais mis les pieds. Est-ce que vous irez leur apporter votre soutien? À quel moment?
À quel sujet? D'ici au printemps, Non, mais- lorsque théoriquement l'évacuation serait Oui, ordonnée. écoutez. Est-ce que essayez- vous irez? Oui, je verrai ce qu'il y a lieu de faire et ce qui est utile, le moment venu. Déjà, je voudrais dire que je suis satisfait qu'il ne soit plus question d'un assaut frontal qui aurait mal tourné. Je voudrais vous rappeler que nous avons déjà le deuil de celui qui est mort au barrage de Civelles. Rémi Fraisse, Rémi il y a un Fraisse. peu plus de 3 ans maintenant. Voilà. Alors, une instruction judiciaire a déclaré un non-lieu pour le gendarme qui a tiré la grenade offensive, ce que je comprends, parce que ce n'est pas lui qui a décidé de tirer une grenade offensive. Il n'est pas sorti de chez lui en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais tirer sur des manifestants. On lui a donné l'ordre, et un ordre terrible, 700 tirs sur ce groupe de manifestants qui s'en prenaient à je ne sais quoi d'ailleurs, il n'y avait rien. Bon. Mais Jean-Luc Mélenchon... Attendez, je voudrais juste finir sur ce point. Donc, on avait fait monter la tension d'une manière incroyable. Et ça s'est fini par un mort. Donc, non, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Et La prime à l'occupation illégale, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion? Désormais, tous ceux qui occuperont illégalement un site pourront avoir une grande chance que le chantier ne se fasse pas. Voilà. Vous pensez, monsieur Pujadas, que vous, moi, un jour, on n'est pas content. Supposons un exemple, vous habitez vers la Tour Eiffel et vous êtes lassé de ce monument, donc vous décidez quoi? Vous allez occuper? Vous pensez que tout le monde va aller occuper? Non, les gens il ne faut pas prendre les gens. Non, mais il y a des Il exemples y a des cas concrets. précis, par exemple, c'est le cas du site d'enfouissement de déchets de Bure, dont on parle beaucoup. Il y a déjà des gens qui s'installent pour protester oui. contre ce Oui, projet. oui, très bien. Donc, il y a des cas concrets. Vous les félicitez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et les associations qui luttent contre le dépôt de Bure, parce que ce dépôt est extrêmement dangereux. Il est dans une région qui n'a pas assez protesté dans le passé, je le dis franchement. Elle a cru de bonne foi tout ce qu'on lui disait. Elle a cru que tout ça était simple. Monsieur Namias, vous savez comme moi que c'est dangereux. Donc ça vaut la peine d'y réfléchir à 2 fois. Les gens sur place disent assez quoi, on n'a pas la poubelle nucléaire de toute la France. Eh bien, ils réagissent, on ne les entend pas. Ils ne se font respecter d'aucune manière. Et bien voilà, la situation se dégrade. Alors, cette décision d'Emmanuel Macron, du gouvernement, vous la saluez. Globalement, on a le sentiment que ce gouvernement, ce président de la République, rien ne l'atteint. Vous-même, vous dressiez un peu ce constat il y a quelque temps quand vous disiez, après l'adoption de la loi travail, le gouvernement, Emmanuel Macron a marqué le point. Écoutez. Monsieur Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté à son interview. Il a dit, j'y suis arrivé en 5 mois. Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit, bonhomme, attends, c'est pas terminé. Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le point. Le mot important aussi, c'est pas seulement le poids, c'est pour l'instant. Pour l'instant. Sauf que depuis 3 mois ont passé, ça fait 8 mois, rien ne semble l'atteindre, il s'envole dans les sondages. Aujourd'hui, c'est pas le point qu'il a gagné, c'est la Manche. Visiblement, vous le reconnaissez aussi? Non, M. Pujadas, votre terrible, il ne s'envole pas dans les sondages. Ah, il est très haut. On s'attendait à ce qu'il soit scotché vous, après la première baisse. Beaucoup disaient ça, et finalement, il Beaucoup, regagne pas moi. du terrain tous Alors, les mois. attendez, on va prendre dans l'ordre. D'abord, sur ce plan-là, M. Macron, sa réussite essentielle, elle n'est ni économique, ni écologique, ni rien. Elle est politique. De son côté, moi du mien, nous avons désintégré le vieux monde. Bon. Et maintenant, il est en train de s'imposer comme le leader naturel de la droite. Si bien que vous avez un déplacement de la droite. De gens de droite qui disent cet homme-là, il nous convient, il fait la politique que les nôtres n'arrivaient pas à faire, ça nous va. Alors plus ou moins. Et c'est ça qu'il est en train de réussir. Donc, et ses réformes aussi. Le champ politique est en train de se réorganiser en France. Et de ce point de vue, il a à droite une longueur d'avance parce que il y a de puissants intérêts qui convergent pour l'aider. Bon, on va dire les choses comme ça. C'est ce qui explique sa réussite, rien d'autre. Attendez, la réussite, de quoi parlez-vous, cher monsieur? Il a appliqué les réformes qu'il avait annoncées. C'est ça que vous appelez une réussite. Il se porte bien dans les sondages. Semble-t-il soutenu par une majorité de l'opinion, si on en croit les sondages. Voilà. Si on en croit les sondages d'une part, puis d'autre part, on est dans une démocratie quand même. C'est pas parce que certains pensent majoritairement quelque chose que les autres doivent immédiatement se taire et dire écoutez, finalement, tout est très bien. Non, rien n'est bien. Je redis, c'est le président des riches. Il favorise un véritable gouffre social qui s'ouvre entre les classes sociales dans ce pays, et c'est une incitation terrible à la division et à l'affrontement. Alors là, l'exercice que j'ai fait, on était en Grèce sur le toit d'un très bel hôtel, très au soleil, avec mon ami Larry, et on participait à une réunion internationale contre le pouvoir de M. Tsipras, qui lui a tout cédé. Bon, je dis la vérité
je ne vais pas les raconter aux gens. Écoutez, c'est formidable, nous avons remporté une grande victoire, alors qu'il ne s'est rien passé. Mais est-ce que vous pourriez le redire aujourd'hui? C'est non, ça la question. je vais vous précisément, nous sommes dans un autre moment. J'ai dit pour l'instant. Il a marqué le point, pourquoi? C'est ça, moi, qui m'intéressait. C'était pas de me faire après écharper sur tous les plateaux de télé en disant ah, Macron a gagné, vous l'avez reconnu. Non, je voulais que les miens réfléchissent à ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça, les amis? Pourquoi on a perdu? Parce qu'on était divisés syndicalement et parce qu'il y avait une division entre syndicats et politique. On n'a même pas été capable de faire front commun sur le minimum qui aurait été, par exemple, de dire écoutez, faites ce que vous voulez, vous avez gagné l'élection, mais pas l'inversion de la hiérarchie des normes. Jean-Luc Mélenchon, c'est uniquement la division syndicale qui a causé l'échec de la protestation contre la loi travail? Absolument. Visiblement, les manifestations, ça ne prenait pas au-delà même de la division. Non, mais c'est pas au-delà. Si ça ne prend pas, c'est parce que c'est... Uniquement. Mais la division entre les syndicats et la division entre le mouvement syndical et la politique. Parce que je voudrais quand même saluer les efforts de ceux qui se sont engagés dans la lutte. Oui, mais la situation n'est pas tout à fait la même suivant la centrale syndicale dans ce cas. Mais oui, je confirme, M. Pujadas, quand il y a une division syndicale, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'usine, dans l'entreprise, où on n'est pas déjà si nombreux, ou dans les bureaux, ben vous n'avez pas l'argumentation qui est faite, l'explication. La preuve de ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens sont en train de réaliser maintenant ce qu'il y a dans ce texte. Et ils protestent. Et comme vous avez des licenciements collectifs, ils se mobilisent contre en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Certain, Jean-Luc Mélenchon, parce que quand on vous lit votre blog sur lequel vous avez une publication abondante, cette semaine vous employez mais cette semaine vous employez un mot qui n'est pas anodin, qui est très fort. Vous parlez des électeurs populaires qui sont, je vous cite, hypnotisés par Macron, vous interrogeant sur sont-ils encore aujourd'hui toujours aussi à sa cause. Hypnotisé, c'est pas anodin. Est-ce que ça, c'est pas un mot qu'on emploie quand finalement la lutte politique classique n'a plus prise? Non, parce que je vais maintenant y venir, j'espère, pour vous parler du moment, parce qu'il a changé. On est dans un autre moment. Bon, d'abord, attention, je ne suis pas sur chaque mot à peser avec mon petit trébuchet. Il y a 31 000 signes, ça vous dit quelque chose, tous les deux, vous êtes journalistes. J'écris l'équivalent d'un bouquin tous les mois et demi. Vous connaissez le poids des mots. Bon, oui. Mais c'est vrai, il y a eu un phénomène de fascination pour M. Macron dans les élections en partie présidentielle. Beaucoup de gens ne savaient pas pourquoi ils votaient pour lui, mais ils le trouvaient sympa, ils le trouvaient moderne, jeune. Bon. Qui ne semble pas s'être dissipé. Alors, ça, vous verrez. On verra, M. Pujadas. Je parle du présent. Je parle du présent. Oui, alors parlons du présent. Dans le présent, il y a de tous côtés un regain de la lutte sociale et de l'engagement. Pourquoi? Un regain? Oui, mais parce que vous ne regardez pas les bons endroits, pardon de vous le dire. Mais si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de la santé et de l'hôpital public, nous sommes à deux doigts d'une insurrection générale. Les gens n'en peuvent plus. Comprenez-le. C'est pas une affaire d'opinion politique. C'est pas que tout d'un coup ils disent Macron est pas sympa, Mélenchon est plus sympa. C'est pas ça leur sujet. Leur sujet, c'est ils sont aux urgences, ils n'arrivent pas à faire les choses comme il le faut. Ils sont dans les services, ils sont là, donc les gens épuisés tombent malades. Comme c'est les autres qui font le boulot à leur place, à leur tour ils tombent plus malades qu'ailleurs. Et puis tout d'un coup, ils en sont là, en train de tenir à bout de bras l'hôpital public, et on leur annonce, comme ici à Marseille, à la Timone, 1000 emplois de moins. Mais ils se regardent tous, mais qui? Quel poste on va Mais ça ne enlever? se traduit pas, Jean-Luc Mélenchon, par une mobilisation sociale. Écoutez, j'ai connu un de vos collègues qui s'était amusé à faire un édito comme ça. Il disait en 68, la France s'ennuie. Alors vous êtes en train de me dire, la France s'est macronisée. Eh bien, très bien, nous allons voir. En attendant, en tout cas, c'est votre pari. C'est votre objectif. Parce qu'on s'interroge sur votre stratégie, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez beaucoup misé sur ces manifestations à l'automne. Ça n'a pas marché. Alors que vous étiez l'opposant numéro 1, vous étiez investi d'une sorte de force, vous vous disiez prêt à gouverner comme si le pouvoir pouvait s'écrouler. Et aujourd'hui, comment rebondissez-vous? Quelle stratégie? Mais la stratégie, c'est celle d'un démocrate. Dans une démocratie, il y a une majorité et une opposition. Et le débat des deux, les citoyens se font leur idée. Et quand ils ont décidé, c'est eux le souverain. Voilà, c'est ça marche comme ça. Mais du jour où on a décidé, la démocratie, c'est juste un système de décision, pas de conviction. La démocratie ne vous oblige pas de changer d'avis. Ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que quand quelqu'un a été élu, il aura en quelque sorte un chèque en blanc, il fait ce qu'il veut. Non. Et en Europe, je vous mets en garde, parce que vous verrez, on verra dans le futur si vous repasserez ce petit bout d'interview à Marseille. Je vous dis, tout ça va mal tourner. À faire des choses comme celles qu'on fait en Allemagne, c'est-à-dire ni alternance ni alternative. Vous votez ce que vous voulez, à la sortie c'est pareil. CDU, CSU, plus le Parti Socialiste. La grande coalition. Mais les choses vont mal tourner parce que la démocratie doit respirer. Quelle est ma stratégie?
être présent dans les institutions, faire de la contre-proposition. Nous cessons d'en faire pour montrer qu'on est capable de gouverner et de faire. 2, la démocratie, partout, chaque fois qu'on peut. Là, il y a des élections partielles. Il y en a déjà 5 d'annoncées. Ce n'est pas les meilleures circonscriptions, c'est des circonscriptions assez à droite. Mais partout, nous nous battons pour arriver au 2e tour. Partout, 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 partout. Comme tout le monde. Et voilà, mais c'est ce que je veux vous dire, on ne déserte pas le terrain. Ensuite, il y a la lutte. Nous sommes une formation particulière, nous avons un style spécial. Nous sommes dans les institutions et dans les luttes. Voilà ce que nous sommes. Voilà. Et puis après, advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Je ne vais pas aller avec un bâton à l'Élysée, enfin quand même. D'abord, je ne me vois pas dans ce rôle-là. Y compris une nouvelle forte mobilisation, parce que Oui. quand vous citiez 68 il y a quelques instants, vous pouvez imaginer que 2018 sera l'année d'un Qui rebond, sait d'un sursaut, d'un blocage dans la rue. Qui sait, en tout cas d'une intervention plus massive des citoyens qui passerait du statut de spectateur à celui d'acteur. Je vais vous dire, vous savez, ce n'est pas une affaire politique. Quand la loi sur l'université est votée, elle est votée en première lecture, il y a encore 2 lectures, on fait comme si elle était adoptée. Et vous avez des universitaires qui, quand même, c'est quand même les plus sachants, c'est l'élite intellote de notre pays. Mais ils disent, mais attendez, la loi n'est pas votée, qu'est-ce que vous me demandez de faire? D'organiser un truc complètement nouveau en moins de 3 mois et sans me donner des moyens. On va avoir 40 000, 50 000 dossiers à examiner, disent-ils. J'ai pas une personne de plus pour faire ce travail et la loi n'est même pas votée. Que se passe-t-il? Les universitaires sont en train de freiner des cas de fer. Dans les lycées, vos enfants sont en train de découvrir qu'avant, papa a eu la liberté de choix. Il n'était peut-être pas très bon élève, mais il a quand même eu son bac. Et puis après, il a choisi. Et puis une fois qu'il était à l'université, ça l'a pris. Il s'est mis à étudier comme jamais. Et il a de très beaux résultats. Depuis quelques années, ça ne marchait plus beaucoup. Vous savez bien Attendez. qu'on ne pouvait pas arriver dans les filières qu'on souhaitait. C'était Écoutez, l'enjeu de la oui, réforme Vous actuelle. n'avez pas tort. Mais ça a été fait de manière délibérée. La chose la plus prévisible du monde, c'est le nombre d'élèves qu'il y aura dans une école. Parce que vous savez combien il y en a tous les ans. Là, nous sommes dans le pic démographique des années 2000 et on n'a rien prévu. Donc, en effet, le système était affreux, tiré au sort, c'était lamentable. Mais ce qui a été mis en place, c'est la fin de la liberté du choix. Peut-être pas pour vous, monsieur Namias, ou pour vous, monsieur Pujadas, ou pour moi, qui n'ai plus d'enfants à cet âge-là. Parce que nous, on va s'en sortir, parce qu'on connaît le président de l'université, le ceci, le cela. Mais la matière grise énorme des 100 grades dont les enfants progressent grâce à l'université. Et qui échouait massivement en licence aussi, et c'était finalement une sélection par l'échec. Mais en France, il y a cette manie de l'autodestruction. Non, mais vous avez les chiffres. chiffres. 60% qui échouent au terme de la première année. Ah bah Jean-Luc Mélenchon, ce sont les chiffres. Mais qu'il faut s'en féliciter ou s'en réjouir, mais ce sont malheureusement les chiffres. Écoutez, je ne vais pas me lancer dans une démonstration de chiffres qui soulèvera tout le monde et ne convaincra personne. Ce n'est pas vrai, croyez-moi. Il y a de l'échec, c'est pas 60%, premièrement. Deuxièmement, il y a de la réussite en masse aussi. Bien sûr. Et si ça ne marche pas, mes amis, écoutez-moi, il faut améliorer les moyens. C'est la seule chose qu'on a dans ce pays. C'est la matière grise, c'est la seule réserve qu'on a. Alors, on parle des réformes. C'est très important. Quand on s'amuse à mettre des cliquets comme ça, regardez ce que ça donne en médecine, le numerus clausus. Vous avez des déserts médicaux, vous avez une concentration de l'intelligence, du savoir à certains endroits, et puis les autres, débrouillez-vous. Non, ça ne peut pas être ça. Alors on parle de l'agenda et des autres réformes à venir, parce qu'on a envie de savoir comment vous allez les aborder. L'immigration d'abord, c'était un des temps forts de la semaine. Emmanuel Macron, il assume un discours de fermeté, il l'a redit à Calais, où il était en début de semaine, en s'adressant aux associations. Voilà ce qu'il leur a dit. J'appelle ici toutes les associations à la responsabilité. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais elles n'auront l'État à leur côté. Voilà, il fait en quelque sorte la leçon aux associations. Est-ce qu'il a trouvé le bon équilibre entre humanité et fermeté, ou est-ce que vous en ferez un combat politique contre cette loi? Bien sûr que ce sera un combat politique, et il faut le mener. Tout ça ne va pas, ce sont des gesticulations qui ne servent à rien, sinon qu'à aggraver les choses, et là c'est aux associations qu'il s'en prend. D'abord comprenons le phénomène de l'immigration. Si on ne commence pas par ça, et en fait quand on dit immigration, on se trompe, c'est pas le bon mot. Ce sont des réfugiés. Pas tous. Mais bien sûr que si. Il y a des réfugiés politiques qui aspirent à le devenir, et puis il y a des migrants économiques qui viennent chercher meilleure fortune, comme il y a eu de tout temps. Non, pas meilleure fortune, la possibilité de survivre. Donc vous avez raison de faire la différence entre quelqu'un qui vient
parce qu'il a été persécuté politiquement ou parce qu'il y a la guerre dans son pays, en se demandant qui est-ce qui les a déclenchés les guerres, qui est-ce qui les entretient, et notamment quelle est notre responsabilité. Et puis vous avez des gens qui sont des réfugiés économiques, tout simplement, parce que leur pays est mis hors d'état de leur donner Pas les moyens. seulement, il y a beaucoup de gens qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Et vous pensez que ce sont des situations locales satisfaisantes dont nous n'avons rien à dire? Non, mais Et enfin, sur lesquelles- l'Afrique a aussi son développement. L'Afrique, il y a aussi des pays qui Mais monsieur, réussissent. Allez-y. Bon, mais enfin, Non, si mais vous je blague. considérez que le Sénégal et que la Côte d'Ivoire sont des pays en Mais monsieur, perdition, c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. C'est pas de là que viennent les plus grosses vagues de migration. Ils viennent des pays les plus atteints, soit par le dérèglement climatique, par soit la par la guerre. Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez guerre, des manifestations c'est politique. de Soudanais qui sont en France parce que le président de la République va recevoir le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de M. Al-Bashir, qui lui-même a été condamné pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Alors, vous comprenez que ces gens-là ne sont pas contents et que quand certains de leurs familles viennent se réfugier en France, dont ils parlent la langue, eh bien, vous ne pouvez pas leur dire « Ah, mais vous avez tort, vous encouragez votre famille alors qu'elle devrait rester sur place. » on les Et accueille tous, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, d'abord comprenons d'abord bien ça, parce que c'est le point de départ. Toute la campagne présidentielle, j'ai répété, il faut que les gens n'aient plus de raison de partir de chez eux. Et, ah non, à l'époque on a dit que j'étais bizarre et louche, que j'étais anti-réfugié, etc. Tout ça n'a pas de sens. Donc commençons par régler ces problèmes. Je vous rappelle que, alors que le président de la République fait beaucoup de phrases sur le fait, maintenant, il tient le même discours que celui que je tenais à la présidentielle, il le tient maintenant. Il dit il faut que les gens puissent rester chez eux. Très bien, qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez des accords de libre-échange entre l'Europe et ces pays. C'est-à-dire, à l'heure à laquelle nous parlons, on continue d'accroître les raisons pour lesquelles Oui, mais les gens c'est pas sont nous venus. qui allons faire le développement de ces pays, Jean-Luc Non, bien Mélenchon. sûr que non. C'est terminé cette Mais on ne parle période-là. pas de ça. On ne parle pas d'accueillir dans notre pays 10 millions de gens qui viennent de tel ou tel pays. On parle de vagues dans lesquelles il y a 100 000 personnes dans l'année. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Oui, mais 100 000 demandes de droit d'asile effectivement cette année, mais le discours aujourd'hui du gouvernement, c'est de dire on n'a tout simplement pas les moyens de les accueillir. Il y a certes la question du développement des pays d'où vient cette immigration, et puis il y a aujourd'hui les moyens oui. dont nous disposons. C'est la fameuse phrase de Rocard qui est servie Oui, à oui, toutes les oui, sauces. On et peut pas surtout, accueillir toute la misère du monde. oui, mais on ne prend pas à la Oui, mais à fin un de moment, sa il y a une phrase. Il réalité disait qu'il faut en économique. prendre notre part. Oui, Il oui. dit on ne peut pas accueillir toute la misère, mais il faut en prendre notre part. Très bien, alors discutons de notre part. Ne discutons pas du fait. En fixant quoi? Des quotas, Mais des écoutez- chiffres? Non mais comment on peut déterminer quelle est notre Mais part? monsieur Lamias, vous ne vivez pas dans le réel, c'est pas possible. Vous croyez que les gens vont dans le pays de départ et disent voilà, je m'inscris, je suis dans tel quota, c'est pas comme ça que ça se passe. Ces malheureux ont fait des milliers de kilomètres, ont été l'objet de toutes sortes de violences. Ils arrivent là-haut dans la montagne, ils sont dans le froid, dans la neige. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit hey, retourne dans la neige. Non. Donc vivez dans le réel. On est à Marseille, je vais vous citer Gaston Defer sur le sujet. Gaston, il disait, quand on voulait sortir d'Espagne, d'accord, nous, les républicains et tout ça, on se tapait la Guardia Civile, la Gestapo à l'arrivée, la commandanture, les collabos, Et Vichy. et on passait quand même. Et vous, avec vos petits bras, vous avez décidé que les réfugiés du changement climatique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus vivre chez eux, il n'y a plus rien à bouffer. Oui. Deuxièmement, qui sont sous les bombes, mais alors ceux-là, on va leur dire, écoutez, non, vous passez pas. Eh bien, racontez ce que vous voulez, ils passeront. Alors, le Donc la chômage. question qui se pose pour nous, c'est de savoir comment on s'y prend pour accueillir dignement. Et je veux dire bravo aux gens qui accomplissent leur devoir d'humanité, qui font preuve d'un courage que moi-même je n'aurais peut-être pas, et même sans doute pas. Lorsqu'ils accueillent, et c'est pas vrai comme le dit grossièrement le président de la République, qu'ils encouragent à rester là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont de pauvres diables. Et je vais vous dire une bonne chose. Vos gamins, à vous, messieurs, parce qu'ils sont petits les vôtres, hein, quand ils vont être étudiants, vous aimeriez les garder ici pour les voir grandir, peut-être pour voir les nouvelles familles se former. Alors il y a une immigration dont on ne parle jamais. Les réfugiés économiques d'Europe, 400 000 pour la Grèce qui sont partis, 700 000 sont partis d'Espagne, 25 000 partent tous les ans du paradis du modèle allemand. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que le monde est entré dans un grand chambardement? Donc nous les Français, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Au lieu de dire on jette les gens à la mer, ce qui n'a aucun sens parce qu'on ne le fera jamais, ou les remettre dans la neige, comment on organise ça et on le planifie d'une manière décente. Alors, permettez-moi de vous dire une chose, quand un réfugié se met au travail, il paye des cotises, il paye des impôts. Et chaque fois qu'il y a eu des villages où les gens sont partis, eh ben, ils ont eu ensuite à se mordre les mains de rester entre eux. Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de travail. Justement, le travail, c'est aussi un axe important des réformes à venir. La réforme du chômage. Et le cœur de la réforme du chômage, c'est le contrôle renforcé des chômeurs. Contrôle sur lequel le président de la République s'est exprimé. C'était sur LCI il y a quelques semaines. On réécoute.
il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien l'emploi qui peut être offert et que lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend. Je crois que c'est normal, il n'y a rien de choquant, c'est ce que font tous les pays qui nous entourent et je crois qu'il y a un fort consensus autour de ça. Donc c'est beaucoup d'investissement dans les personnes, beaucoup de formation, mais aussi de la rigueur, parce que s'il n'y a pas de rigueur, on ne peut pas faire avancer le pays. Voilà, de la rigueur, des nouveaux droits, des nouvelles indemnisations, notamment pour les indépendants, mais aussi de nouveaux devoirs. Ça, vous comprenez ce discours? Déjà, c'est votre expression qui m'a fait sourire tout à l'heure. Ah, laquelle? Dites la réforme du chômage. Alors moi, je suis pour une réforme De l'assurance radicale. chômage. Attendez, j'ai compris. Personne ne vous en veut. Mais moi, je suis pour une réforme du chômage radicale. C'est le plein emploi. Bon. Ah ben oui. Tout le monde est pour. Ça, j'en ai connaissance. Jusque-là, Personne contre, vous hein. trouverez beaucoup de monde à côté de vous. Oui, mais que fait-on pour ça? Vous avez deux thèses. La thèse numéro 1, M. Macron, les riches ont beaucoup d'argent, donc permettons-le de le garder parce qu'ils vont investir dans la production et ça va donner des emplois. Les C'est premiers une de thèse. cordée. Oui, les premiers de cordée, la théorie du ruissellement, etc. Non, mais je le traite avec sérieux. C'est une doctrine économique qui est appliquée par toutes sortes de gens qui n'arrivent naturellement à rien. Parce que Sauf rien... en Allemagne, en Angleterre, Non, même non. s'il y a des travailleurs Non, pauvres, non, malgré tout, ils ont... écoutez, Non, mais enfin, il y a quand même un Pujadas. taux d'emploi et un taux de chômage qui est Non, assez M. important. Pujadas, renseignez-vous, il y a 13 millions de pauvres en Allemagne et vous avez des jobs à 1 euro. C'est-à-dire, si vous, mettons demain, ils vous virent la télé, et alors vous propose 2 emplois, alors vous êtes dans une espèce de grande catégorie. Comme vous parlez bien, il y aurait par exemple parleur. Vous dites, écoutez, ça va, je suis journaliste. J'ai un métier, je sais quoi faire dire. Monsieur, si vous ne voulez pas, terminez, il n'y a plus d'indemnité. Bon, maintenant je vais vous dire, il faut quand même regarder en face ce que ça veut dire. Les 9 dixièmes, 9, je ne sais combien des propositions d'emploi sont pourvues. Celles qui ne sont pas pourvues, il faut les étudier pour comprendre pourquoi elles ne le sont pas. Souvent parce qu'elles n'existent pas. Ce sont des reliquats de stock, de demandes d'emploi que font, pour des raisons qui leur appartiennent, j'entre pas dans les détails, un certain nombre d'employeurs. Ensuite, les gens qui sont au chômage, mais vous avez déjà, je suis sûr, vous avez parlé avec certains d'entre eux, cette manie, alors il faut être derrière son téléphone, si vous pouvez vous payer l'abonnement. Et puis vite, parce que si jamais vous avez reçu un message et que vous n'avez pas répondu, quick, vous êtes réglé. Maintenant, écoutez, la fraude, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, vérifier, hein, la fraude, elle est résiduelle. Elle est plusieurs mille, je ne sais combien de fois moindre que la fraude fiscale. Donc vous dites que c'est inutile. Ah, complètement. C'est humiliant, c'est brutalisant. Allez voir une personne qui travaille à Pôle emploi aujourd'hui. On leur donne des chiffres absolument invraisemblables de dossiers à traiter. Ils commencent la journée, ils se disent je ne vais pas y arriver. Alors. Et puis, ah oui, mais attendez, c'est beaucoup de souffrance tout ça. Vous savez qu'il y a 14 000 personnes qui se suicident à cause de leur situation de chômeur. Mais je voudrais vous parler d'une situation particulière, Jean-Luc Mélenchon, celle de Renault-Nissan, puisqu'on annonce aujourd'hui que c'est devenu le premier groupe automobile mondial. Renault-Nissan a fait de gros sacrifices il y a quelques années. Il y a eu une négociation dans l'entreprise et les ouvriers, les employés ont accepté des sacrifices, ça s'appelait les accords de sauvegarde de l'emploi. Aujourd'hui, ça a payé. Renault embauche. Alors finalement, ça marche? Eh bien écoute, non, ça ne marche pas si bien que ça. Ils auraient dû se contenter d'une tartine beurrée à la place d'un salaire qui est tout à fait excessif. Enfin, vous plaisantez, j'espère. Renault-Nissan a fait des sacrifices. Non, les travailleurs de Renault-Nissan. Oui. Et eux seulement. Parce que tous les ans, la distribution de dividendes a continué. Pour les actionnaires, il n'y a pas eu de pause dans l'engraissage. Mais il y a une stratégie qui mène à un succès industriel. Alors ça, c'est une autre chose. Et ça, vous vous en réjouissez de ce succès industriel? Eh bien oui, pas pour faire des bagnoles, je préférerais qu'on fasse autre chose. Mais bon, attendez, il y a un succès. Donc ça veut dire qu'on a produit mieux. On a produit autrement et d'autres choses. Mais évidemment, ça c'est bien. Mais ce n'est pas dû à la méthode, au serrage de vis économique. C'est pas parce qu'on vous a fait... Non, mais attendez, monsieur Pujadas, c'est très important de faire la différence entre un progrès technique imaginé par des ingénieurs, des techniciens qui font bien leur métier, et le fait d'aller voir le même ingénieur, le même technicien, en lui disant, bah, écoute mon gars, pour que ça marche, quick, on t'enlève ceci ou cela de ton salaire. Non, on ne doit pas confondre les deux choses. Maintenant que Renault embauche en Europe, ça prouve une chose. C'est qu'on est capable de travailler, de faire des objets et des produits très finis en Europe et en France. Donc la thèse d'après laquelle il fallait tout envoyer chez les autres, elle est nulle. Voilà ce que ça prouve. Aujourd'hui débutent les états généraux de la bioéthique. Hier, il y avait une tribune publiée par le journal Le Monde qui appelle à ouvrir une réflexion sur la GPA, la gestation pour autrui. Pour parler très simplement, les maires portent cette tribune, signée notamment par Irène Théry, Pierre-Rosan Vallon, Elisabeth Badinter, etc. Est-ce que vous y êtes favorable à cette GPA? Non. Je suis favorable à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire lorsque
On en a l'aptitude biologique, je pense à une femme qui souhaiterait avoir un enfant, mais qui souhaite que ça se passe avec cette aide médicale. Il faut lui donner cette possibilité puisque la science nous le permet. Et je ne pense pas que l'enfant à naître manquerait d'amour, je suis au contraire sûr du contraire. Hein. Il en aura beaucoup. À l'inverse, la GPA, c'est tout autre chose, c'est la gestation pour autrui. Alors, je pourrais vous faire une première réponse bien de classe. Hein. Le jour où vous me montrerez une femme milliardaire qui est prête à faire un gosse gratuitement pour une pauvre d'un bidonville, j'accepte qu'on ouvre le débat. Mais je ne crois pas que cela se produise jamais. Ce sont les pauvres qui utiliseront leur corps, comme c'est le cas dans de nombreux pays, pour produire des enfants pour des riches qui, bien sûr, sont en demande d'enfants. Je vais vous dire une chose. Position claire et nette. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Ça n'existe pas. Les droits de l'enfant. Il y a des droits de l'enfant. Mais il n'y a pas de droit à l'enfant. Et il y a des milliers d'enfants qui n'ont pas de parents et qui aimeraient en avoir et qui sont disponibles pour être aimés. Par conséquent, il y a dans la GPA une illusion et une injustice sociale totale. Bien. Donc je suis contre et je pense que si nous acceptions ça, demain aussi on fera de la vente d'organes, demain on paiera les transfusions sanguines et ainsi de suite. Le corps, en lui-même, dans son intimité, ne peut pas être un objet de marchandisation parce que, comme le disait le philosophe Spinoza, la pensée, ça sera toujours plus que le corps pensant, mais jamais moins. Par conséquent, on ne le vend pas parce qu'on vendrait notre être intime. Un mot sur le média, Fabien. Oui, le Média, ça s'appelle comme ça, Média, une web TV qui inaugurait cette semaine et qui a lancé son journal chaque soir, le journal de 20h. Allez, un petit extrait, c'était leur premier journal, lundi soir. Sans surprise, la politique d'Emmanuel Macron avantagera principalement les ultra-riches. Une méga entreprise privée fait faillite et bien sûr, c'est l'administration qui trinque. Ces ordonnances travail marquent de graves reculs en matière d'égalité femmes-hommes. On le sent, hein, on sent tout l'engagement hostile aux réformes menées par le gouvernement. Mais plus généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'offre qu'il y a, ici, en Europe, dans le monde, les médias sont trop fades, n'apportent pas une réalité diversifiée de l'information. En effet. Faut absolument. C'est le En regard effet, que vous bah portez. oui. Les médias sont tous indépendants, ils sont d'ailleurs libres d'être d'accord. Donc ça tombe bien, ils sont absolument libres. Ils sont tous Il y a- d'accord pour vous. Il y a une... en gros, après il y a des Ils sont nuances. tous uniformes. Non, oui. Ah bon Pour le discours politique et idéologique, c'est partout le libéralisme a gagné. Je parle pas. Quand on dit les médias, il y a une généralité qui est nuisible à l'esprit, comme toutes les généralités. Quand on dit les grands, les gros, les petits, bon, tout ça n'a pas de sens. L'humanité est en vente libre, Libération aussi. Oui, oui, bien sûr, ils vont très bien d'ailleurs, comme vous le savez. Non, mais ils sont en vente d'accord. libre. Bah si, c'est un problème. Bon, c'est un problème qu'ils ne puissent pas vivre dignement et tranquillement. Mais je Mais veux ils pas sont libres d'exercer Attendez, leur je veux opinion, pas- quelle qu'elle soit, de je veux valeurs pas actuelles, contourner effectivement, le à fond. l'humain. Il y a des nuances, en effet, entre le Figaro et Valeurs Actuelles, tout le monde l'a vu. Bon, les uns sont très, 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 très à droite, les autres sont à droite. Bon, mais c'est pas ça le sujet. Je crois que vous êtes à côté de la plaque, là, les amis. Vous êtes dans la revendication gauchiste des années 70. Ah bon Ah ben oui, dans les années 70, moi j'ai fait partie des courants de la presse libre. Donc, comme d'autres, on a produit des journaux. C'est pas le sujet aujourd'hui. Vous avez un immense continent d'expression indépendante. Le média n'est pas le seul média que nous baptisons indépendant, c'est-à-dire différent de la pensée dominante et des pouvoirs dominants. Il y en a Et plein très d'autres. proche de la France insoumise. De ce point de vue-là, mais à ce moment-là, pourquoi le site Reporter, qui est magnifique, est le meilleur site écolo du pays, en tout cas un des meilleurs, il est aussi, vous allez dire qu'il est France Insoumise. Non, pourtant, il est indépendant. Donc l'ambition du média, et c'est pour ça que la France Insoumise appuie la naissance du média, qui est très divers dans sa composition. C'est pas le journal officiel de la France Insoumise, on n'en voudrait pas. Nous. Ouais, votre nom n'a pas été prononcé. Non, mais je le dis quand même, parce que vos collègues ont beaucoup insisté sur ils sont proches de Mélenchon. On croirait que c'est une calamité d'être proche de moi. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de permettre qu'il y ait un lieu, un cratère, d'où cette masse profonde indépendante puisse s'exprimer. Et deuxièmement, qui affiche d'autres priorités. Nos priorités sont sociales et écologiques. On vous parlera que de ça. Bien. Bon, et de démocratie. Voilà. Un point sur Alors, les médias. Attendez, il faut les aider parce qu'ils ont eu un succès du tonnerre de Dieu. 24 000 connexions par seconde. Pouf, le site a explosé. Ça, c'est la page de publicité, mais on Oui. n'a pas tellement le temps. Bah, écoutez, Une bon, question sur les c'est fait. médias. Mathieu Gallet, condamné en première instance pour favoritisme. Le Président de Radio gouvernement, France. voilà. Le gouvernement demande son départ. Le CSA enclenche la procédure. C'est abusif ou il a raison, le gouvernement? Je pense qu'il y a une exigence d'exemplarité. Elle nous est souvent opposée, à nous les élus, et à juste titre. Une si haute fonction, tant de responsabilités, on peut penser que quand vous êtes condamné en justice, bon, il n'est pas condamné à mort, hein, ni interdit Puis il de a fait travailler. appel. Il a fait appel. Bon,
Il a fait appel, donc il y a des procédures qui sont en cours. Voilà. Mais je pense que il y a trop d'exemples qui aujourd'hui brutalisent l'opinion et le sentiment des gens honnêtes. Qu'il y aurait deux poids, deux mesures, et selon que l'on est puissant ou misérable, les jugements sont blancs ou noirs. Il faut donc accepter qu'il y a des moments où, d'accord, on est puni. Parce que je demande aux gens de réfléchir. Moi. Je ne suis pas pour les meutes, le pilori, on jette des cailloux. Non, il faut réfléchir. Cet homme a été jugé, il a été jugé coupable, il fait appel, il a donc des droits. Et si sa condamnation est confirmée, alors ceux qui l'ont embauché, c'est-à-dire la nation elle-même, c'est le service public, sont en droit de dire, écoutez, du point de vue de nos règles à nous n'acceptons pas que des gens condamnés pour avoir fait du favoritisme continuent à diriger une de nos entreprises. Bien. Donc je pense qu'en effet, le mieux serait qu'il ne reste pas là. Puis vous savez, maintenant je pourrais vous parler des autres. Les syndicalistes qui est condamné à 17 000 € parce qu'il a acheté des confettis, c'est symbolique. Mon camarade Chrisman, le pauvre diable qui est condamné à de la prison ferme parce qu'il a volé dans un supermarché, parce que et ainsi de suite. Question Donc de les gens conclusion. ne supportent plus ça, Ouais. qui est deux catégories de Français, les uns qui passent entre les gouttes et les autres qui trinquent. Dernière question sur Marseille. Oui, extraordinaire, ville magnifique dans laquelle on se trouve et on en voit C'est la deuxième ville de France. le soleil qui se reflète sur ce plateau. Demain, il y a une visite, Ça n'arrête pas ici. Voilà, celle du ministre des Relations avec le Parlement, le patron du Parti En Marche, Christophe Castaner. La Provence s'interrogeait hier, va-t-il briguer Marseille? Et nous, on vous pose la question à vous. Allez-vous briguer la mairie de la ville de Marseille? Comme c'est original. Écoutez, ce n'est pas mon Elle sujet. s'impose. La question ne s'impose pas 2 ans avant, tous ces gens sont fous. Bon, et alors ils sont en train d'enterrer Godin, il est toujours là, je vous signale, c'est lui le maire jusqu'à... On parle d'une candidature. Oui, non mais attendez... Vous fermez pas la porte. Non, bien sûr que si. Vous Bien fermez sûr. la porte. Je ne veux pas me mêler de ça. Je vais quand même dire quelque chose. Pour l'instant, Attendez. on verra plus tard. Voilà ce que je me suis donné comme but. On verra en 2020 où on en est. Non, mais non. Je ne veux pas laisser même une porte entrebâillée à l'idée que la solution c'est moi. La solution, il va falloir qu'elle vienne du terrain. Donc aujourd'hui, la France insoumise est arc-boutée ici pour faire jaillir des quartiers de toute la ville des leaders, femmes, hommes, des gens qui ont gagné leur galon dans l'action quotidienne, de manière à en faire une belle liste, parce que c'est toute une ville qui... Et c'est eux que vous encouragerez. Alors, ce qui me fait marrer, c'est le déferlement, là, c'est les grenouilles qui cherchent un roi. À la fin, ils vont avoir une cigogne, ils vont voir. Et comme là-dedans, il y en a un, Godin, qui est quand même bien de droite, et qui a réussi à garder une ville de gauche pendant 22 ans, les autres feraient bien de regarder comment il a fait. Et comme il a un cerveau d'avance sur eux, moi, à leur place, je ne courrais pas si vite devant. Mais Merci bienvenue Jean-Luc à Mélenchon. Marseille, c'est une ville d'accueil. Merci Jean-Luc Pour tout le Mélenchon. monde. Et vous allez au stade Vélodrome? J'y ferai mon entrée solennelle, le moment venu, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je me prépare. Vous n'êtes pas très foot. Parce que je ne vais pas raconter d'histoire. Oui, mais ici, c'est plus que le foot. Eh oui, c'est la vie. L'OM, c'est une sorte de patrimoine religion. ici, ouais. Oui, Voilà. de commune. Puis c'est Tout le monde- un milliardaire américain qui a redonné vie On s'en fout. à l'OM. Ce qui compte, c'est Voilà. le club. Et ça se passe bien. Je ça se préférerais passe que ça soit autrement. Si on pouvait faire une société par action de tous les amis de l'OM, on le ferait. Pourquoi pas. On n'y est pas encore. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous d'être venu à Marseille. C'est bien que les Français voient que Marseille est la deuxième ville du pays et qu'on en parle un peu positivement, pas toujours Ouais. avec le regard noir et l'air sinistre. C'est Merci, peut-être Fabien. une des plus belles villes du monde. Et on le voit derrière vous. Merci Oui, Fabien, merci à l'Intercontinental Marseille Hôtel Dieu qui nous a accueillis. C'était un hôpital ici autrefois. Voilà.